Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons aborder aujourd'hui l'anatomie des voies de la motricité. Alors on entend par voie de la motricité deux grandes fonctions qui sont la motricité volontaire, c'est-à-dire la motricité les voies qui vont constituer ce que l'on appelle la voie pyramidale, venant contrôler les motoneurones des noyaux des nerfs crâniens et des cornes antérieures de la moelle dans l'exécution du mouvement volontaire. À côté de cette motricité volontaire, existe une motricité automatique, involontaire, et qui a la particularité d'impliquer des noyaux de substances grises situés au sein de l'épaisseur de la masse cérébrale. Ce sont les noyaux gris centraux, parmi lesquels le thalamus et le striatum. Si l'on représente donc une vue latérale schématique de l'encéphale, dont vous reconnaissez ici l'hémisphère cérébral, avec le lobe frontal en avant, le lobe pariétal puis le lobe occipital en arrière. Vous reconnaissez ici le sillon latéral, le lobe temporal. Eh bien, nous avons donc deux grandes voies. La voie de la motricité volontaire, que l'on appellera, pour simplifier, la voie pyramidale, dont l'origine est corticale, elle est même d'origine du lobe frontal et plus précisément du gyrus précentral, et il s'agit d'une voie qui a comme grande caractéristique d'être une voie d'origine donc corticale, croisée, c'est-à-dire que l'hémisphère cérébral contrôlera l'hémicorps contralatéral, c'est une voie croisée, et c'est une voie qui est bineuronale, c'est-à-dire qu'elle impliquera un premier neurone ou protoneurone qu'on appellera le neurone central, qui est d'origine corticale, et un deutoneurone, qui est un neurone périphérique, c'est le motoneurone qui va venir contrôler l'activité du muscle squelettique, qui est le grand effecteur de cette voie de la motricité volontaire. La voie pyramidale va comporter deux contingents. Un contingent destiné au nerf crânien, ce sera la voie ou faisceau cortico-nucléaire, nucléaire pour noyau des nerfs crâniens, et un contingent cortico-spinal qui va venir contrôler les motoneurones des nerfs périphériques. À côté de cette voie volontaire, voie pyramidale, existe un ensemble de voies qui vont participer à la modulation de l'automaticité du mouvement et à la coordination du mouvement volontaire d'ailleurs. Il s'agit de ce que l'on va appeler les voies de la motricité automatique, ou par, on va dire, extension et par comparaison avec le système pyramidal, les voies extrapyramidales. Ces voies ont la particularité de transiter par des noyaux gris qui sont situés donc au centre du cerveau, le thalamus, le noyau caudé, qu'on va représenter ici, le noyau lenticulaire, mais fera également intervenir des structures du tronc cérébral, le subthalamus, qui est en dessous du thalamus, à la jonction entre le cerveau et le tronc cérébral, la substance noire du mésencéphale et des noyaux gris que l'on trouve dans le tronc cérébral, noyaux que l'on avait déjà évoqués dans le cours de morphologie du système nerveux central, parmi lesquels le noyau rouge, les noyaux vestibulaires, la substance réticulée du tronc cérébral ou encore le noyau olivaire.
toutes ces voies vont être des voies descendantes qui vont constituer des faisceaux qui porteront le nom des structures d'où elles prennent naissance: vestibulospinal, réticulospinal, olivospinal, rubro, etc., etc., et vont participer à la régulation du mouvement volontaire et à la genèse du mouvement automatique. Nous allons aujourd'hui étudier dans un premier temps les voies de la motricité volontaire, puis dans un deuxième temps les voies de la motricité automatique, en simplifiant beaucoup la constitution de ces voies et en insistant sur les conséquences fonctionnelles et cliniques qu'ont ces différents systèmes. Alors les voies de la motricité volontaire, dans un premier temps, motricité volontaire, vont rentrer dans le cadre de ce qu'on appelle la voie pyramidale ou voie corticospinale et corticonucléaire. Nous décrirons cette voie avec une origine, un trajet, une terminaison et une fonction. L'origine de la voie pyramidale se fait au niveau du cortex cérébral et se fait pour l'essentiel au niveau du gyrus précentral, c'est-à-dire cette zone de cortex située à la partie postérieure du lobe frontal, en avant du sillon central et en arrière du sillon précentral. Dans la classification de Brodmann, cette aire, cette zone de cortex, porte le numéro 4. Plus précisément, si on avait vu que le cortex du cervelet, qui est un cortex ancien, est constitué de 3 couches de neurones, eh bien, si on réalise une vue agrandie schématique du cortex cérébral, eh bien, on voit que, sauf quelques zones résiduelles dans le cortex limbique, eh bien, le cortex est organisé sous la forme de 6 couches de neurones qui se situent sous l'apimère, ces couches portant les numéros 1 à 6. Nous avons, un peu comme c'était le cas dans le cervelet, une première couche qui se situe sous l'apimère et qui va être la couche moléculaire dans laquelle on trouvera peu de cellules. Puis nous avons 2 couches, et là ça diffère de ce que l'on avait vu au niveau du cervelet, 2 couches qui sont les couches numéro 2 et 4, qui vont être des couches granulaires. On aura effectivement la couche granulaire externe, couche numéro 2, et la couche granulaire interne, couche numéro 4, qui est constituée de petites cellules à grains, comparables aux grains cérébelleux, et qui sont en réalité des cellules réceptrices. Les couches numéro 3 et 5, quant à elles, sont constituées de cellules au corps cellulaire plus grand et de forme triangulaire, en particulier dans la couche numéro 5 du gyrus précentral, où ces grandes cellules qui ont été décrites par Betz vont constituer les grandes cellules pyramidales dont les fibres efférentes, les axones, vont quitter le cortex et venir constituer le tractus corticospinal et le tractus corticonucléaire. Enfin, nous avons une couche de neurones fusiformes qui constitue la couche la plus profonde du cortex cérébral, sous lequel vient se placer la substance blanche qui forme le grand centre ovale. Donc, le point de départ, le protoneurone de cette voie de la motricité volontaire, se retrouve dans les couches profondes du cortex cérébral, au niveau de cette couche numéro 5, où l'on retrouve ces grandes cellules pyramidales, cellules de Betz, qui vont être le point de départ de cette voie. À partir de cette origine, la voie pyramidale va présenter un trajet, d'abord au sein du centre ovale, puis au centre du cerveau. Eh bien, ces millions de fibres nerveuses vont se rassembler pour venir s'immiscer entre les noyaux gris centraux et passer au niveau de la capsule interne. Pour pouvoir visualiser le trajet du faisceau pyramidal dans l'épaisseur de la substance cérébrale, nous allons placer ici
une coupe frontale schématique du cerveau qui passe par le gyrus précentral, donc cette coupe passe un peu en avant du sillon central. Elle va montrer en haut du sillon central, ici, le gyrus précentral, et en dessous, eh bien, nous allons nous retrouver au niveau du cortex temporal, où nous voyons apparaître ici les 5 gyrus temporaux, puis nous allons avoir le mésencéphale, le pont, puis la moelle allongée. Au centre de la coupe va se placer le thalamus surplombé par le noyau codé, au-dessus duquel on va retrouver le corps calleux ici sectionné. Un peu latéralement se placera le noyau lenticulaire. On reviendra sur ces éléments avec sa partie latérale ou putamène et le globus pallidus. Ces structures étant impliquées dans la motricité automatique. Le claustrum s'interpose entre l'insula et le noyau lenticulaire. Alors, l'origine du tractus pyramidal se fait au niveau du cortex du gyrus précentral avec une somatotopie qui a été décrite par Penfield et Rasmussen, qui représente classiquement cette répartition des neurones sous la forme d'un petit personnage dont l'anatomie se déroule sur la surface corticale. C'est l'homunculus de Penfield, avec une zone inférieure du gyrus précentral qui correspond à la motricité faciale, puis une partie supérieure du gyrus précentral qui va correspondre à la motricité du membre supérieur et en particulier à la motricité de la main, pour laquelle le nombre de neurones consacrés est particulièrement important. Puis nous avons la racine du membre supérieur et au sommet ici du gyrus précentral va venir se placer la racine du membre inférieur avec la région glutéale, les neurones attribués au membre inférieur étant situés au niveau de la face médiale, ici, du gyrus précentral. L'aire motrice principale va s'arrêter au niveau du sillon du cingulum, en dessous duquel nous sommes dans le système limbique. Alors cette représentation de l'homunculus est importante à se rappeler car elle va expliquer les prédominances de territoire des hémiplégies dans les accidents vasculaires cérébraux corticaux. À partir de cette origine, eh bien, les axones, donc les fibres efférentes des corps cellulaires, des protoneurones qui sont donc les cellules de Betz de la couche 5 du cortex du gyrus précentral, eh bien, vont plonger dans la substance blanche du centre ovale au-dessus des noyaux, venant constituer latéralement le faisceau cortico-nucléaire, puisque vous savez bien que les motoneurones destinés à la tête et au cou vont partir dans les nerfs crâniens. Et ensuite, eh bien, les cellules les axones des cellules pyramidales destinées aux membres et au tronc vont venir constituer la partie la plus médiale de ce système pyramidal, venant former le tractus corticospinal. Dans le centre ovale, ce système pyramidal est très étalé. Au fur et à mesure que l'on descend et que l'on s'enfonce au centre du cerveau, eh bien, ces fibres vont se resserrer pour venir se concentrer au niveau d'une lame de substance blanche que l'on va trouver entre le thalamus et le noyau codé médialement, et le noyau lenticulaire latéralement. C'est la capsule interne.
Au niveau de la capsule interne, si l'on s'intéresse à une coupe horizontale qui est centrée sur cette région, avec le noyau codé en avant, le thalamus en arrière, et ici le noyau lenticulaire, eh bien le faisceau pyramidal va se trouver localisé au niveau du genou et au niveau du bras postérieur de la capsule interne. Cette configuration est particulièrement importante car lors des accidents vasculaires cérébraux corticaux, eh bien, la paralysie contralatérale sera une paralysie qui va avoir une prédominance de territoire, avec une prédominance qui sera brachiofaciale pour les AVC latéraux et crurale pour les AVC médiaux. En revanche, si la lésion ischémique concerne le faisceau corticospinal pyramidal lorsqu'il est dans la capsule interne, eh bien la paralysie contralatérale sera une paralysie complète, puisque là, toutes les fibres vont se projeter sur une zone qui correspond à moins d'1 cm² en section horizontale. L'hémiplégie contralatérale est alors dite, entre guillemets, proportionnelle. Une hémiplégie contralatérale proportionnelle veut dire que vous avez une paralysie de l'hémicorps contralatéral totale. Le faisceau pyramidal va donc descendre dans la capsule interne et va alors quitter la capsule interne en croisant la région subthalamique et va se retrouver dans le mésencéphale, où le faisceau pyramidal va se retrouver au niveau de la face antérieure du pédoncule cérébral. Et si l'on prend une coupe horizontale schématique qui passe par le mésencéphale, avec donc le pédoncule cérébral en avant, le colliculus par exemple supérieur en arrière, la fosse octopédonculaire en avant, l'aqueduc du mésencéphale qui creuse la partie moyenne ici du mésencéphale. Nous placerons le noyau rouge qui se projette dans le mésencéphale, la substance noire. Eh bien, le faisceau cortico-spinal se retrouve au niveau de la partie moyenne, ici, du pédoncule cérébral, faisceau cortico-spinal, alors que le faisceau ou tractus cortico-nucléaire, destiné au nerf crânien, va se retrouver au niveau de la partie antéro-médiale du pédoncule cérébral. Cortico-spinal au centre et cortico-nucléaire qui se retrouve plus médialement. À chaque étage du tronc cérébral, on va commencer à retrouver les noyaux des nerfs crâniens. Vous avez par exemple ici le noyau du nerf 3 oculomoteur, dont la fibre efférente va émerger du tronc pour donner l'origine apparente du nerf crânien. Eh bien, à chaque étage du tronc cérébral, à chaque étage correspondant, eh bien, des neurones du tractus corticonucléaire vont quitter le tractus corticonucléaire, croiser la ligne médiane pour venir s'articuler avec le deutoneurone qui se situe au niveau du noyau du nerf crânien correspondant. Ainsi, le tractus corticonucléaire va progressivement se distribuer vers les noyaux des nerfs crâniens. Ici, par exemple, le 3, le 4, sur cette grande coupe horizontale. Si bien que donc, que ce soit pour le faisceau corticospinal ou le faisceau cortico-nucléaire, le cortex d'un côté contrôlera des structures de l'hémicorps contralatéral. Au niveau un peu plus bas, lorsque le faisceau pyramidal arrive au niveau du pont, eh bien, ce faisceau va se dissocier. En effet, au niveau du pont, existent des noyaux gris que nous avons étudiés avec la systématisation du cervelet, puisque ces noyaux sont les relais des voies du néocérébellum. Et lorsque le faisceau pyramidal arrive au niveau de l'étage pontique du tronc cérébral,
eh bien, ces fibres se dissocient, ce qui va d'ailleurs donner au pont son aspect élargi, sans faire relais avec les noyaux pontiques, ce que l'on va pouvoir maintenant présenter sur cette coupe horizontale schématique qui va passer par le pont et donc, dont on représente vers l'avant les noyaux pontiques. En arrière, le pédoncule cérébelleux moyen qui est occupé par ces fibres d'origine pontique qui vont gagner le cortex hémisphérique, et entre ces fibres eh bien, passe le faisceau cortico-spinal ou le faisceau pyramidal qui apparaît dissocié entre les noyaux gris du pont. À la partie inférieure du pont et au niveau de la moelle allongée, le faisceau cortico-spinal et ce qui reste de cortico-nucléaire se rassemblent à nouveau pour venir initialement se situer au niveau de la partie antérieure de la moelle allongée. Et si l'on présente ici une coupe horizontale qui passe par la partie haute de la moelle allongée, vous reconnaissez ici l'olive, le noyau olivaire qui soulève l'olive médulaire, eh bien, le faisceau cortico-spinal va se placer ici en avant, venant soulever les pyramides médulaires. À cet endroit-là, il n'a pas encore croisé la ligne médiane. C'est un petit peu plus bas que va se réaliser la décussation pyramidale. La décussation pyramidale, eh bien, c'est le phénomène qui fait que 85% des fibres du tractus cortico-spinal vont croiser la ligne médiane. Quand on barre comme ça une voie, c'est qu'elle croise la ligne médiane, c'est qu'elle réalise sa décussation. Le tractus cortico-spinal venant au niveau de la moelle, c'est ce que l'on va placer ici maintenant sur une coupe un peu plus large, un peu plus agrandie ici de la moelle spinale, eh bien, dont vous reconnaissez le contour avec les 3 cordons de chaque côté, la substance grise qui se place au centre de la coupe, l'émergence de racines de nerfs spinaux, racines ventrales, racines dorsales, le canal de l'épindyme. Eh bien, lorsque je représenter l'autre partie de la coupe parce que il va falloir effectivement que l'on représente le faisceau qui aura croisé la ligne médiane. Donc je représente ici la substance grise et je représente la coupe de la moelle sur toute sa circonférence. Eh bien, lorsque le faisceau cortico-spinal croise la ligne médiane au niveau de la partie haute de la moelle allongée, eh bien, cette décussation fait que la plupart des fibres du faisceau cortico-spinal viennent constituer au niveau de la moelle le tractus cortico-spinal latéral qui se place en pleine épaisseur du cordon latéral de la moelle. Ça représentera 85% des fibres de la voie pyramidale, les 15% restants venant constituer le plus fin tractus cortico-spinal ventral qui se retrouve de part et d'autre de la fissure ventrale médiale de la moelle, et qui ne représente que 15% des voies du faisceau cortico-spinal. Le faisceau pyramidal va continuer de descendre le long du névrax et à chaque étage, donc on peut le représenter comme ça, ce sont des centaines de milliers de fibres qui descendent et à chaque étage
médulaire, à chaque myélomère, eh bien, des axones vont quitter le faisceau cortico-spinal et venir s'articuler avec un motoneurone de la corne antérieure de la moelle. Les fibres venant du faisceau cortico-spinal latéral ne vont pas redécusser. Celles issues du faisceau cortico-spinal ventral vont croiser la ligne médiane pour venir gagner le motoneurone, si bien que, à la fin, lorsque le faisceau cortico-spinal s'articule avec le motoneurone, 100% des fibres ont décussé, et donc l'hémisphère d'un côté contrôlera l'hémicorps contralatéral. C'est au niveau de cette synapse que se termine le premier neurone ou protoneurone ou neurone moteur central. Le motoneurone, qui se situe au niveau de la corne ventrale de la moelle, je vais le représenter ici de l'autre côté pour ne pas trop charger le dessin, va présenter son corps cellulaire dans la corne antérieure et va envoyer sa fibre efférente, son axone, qui va passer dans la racine ventrale du nerf spinal, puis dans un nerf spinal, puis dans un rameau dorsal ou ventral, pour venir contrôler l'activité du muscle squelettique qui est l'effecteur du système nerveux volontaire. Au niveau de la corne antérieure de la moelle, les motoneurones ne se répartissent pas de manière aléatoire. En effet, il existe une systématisation. Ainsi, si l'on prend ici une corne ventrale de substance grise de moelle un peu agrandie, eh bien, la partie la plus antérieure est destinée aux muscles extenseurs, alors que la base de la corne ventrale de la moelle va être destinée à contrôler les muscles fléchisseurs. Et d'autre part, eh bien, il existe également une systématisation en fonction du grand axe de la corne ventrale. Les neurones qui sont situés au niveau de la région médiane sont destinés à des muscles des racines des membres, supérieurs et inférieurs, alors que les neurones latéraux sont destinés aux extrémités. Et ceci, eh bien, ça a une application clinique dans les syndromes de l'artère spinale antérieure. Si vous vous rappelez un petit peu le cours sur la vascularisation, je remets ici un peu de contour de la moelle. Vous savez que l'artère spinale antérieure donne tout un bouquet de branches qui vont perforer la fissure médiane et venir vasculariser la partie antérieure ici de la moelle. Eh bien, lorsque il existe une lésion de l'artère spinale antérieure, des nécroses ischémiques antérieures de la moelle peuvent venir constituer des nécroses des parties médiales des cornes ventrales de la moelle et donner des paralysies qui prédominent au niveau des racines des membres. Et ça, c'est un piège au niveau de l'examen clinique, car si vous examinez un patient alité et que vous faites le testing moteur uniquement au niveau des mains, eh bien, un patient qui a un syndrome de l'artère spinale antérieure peut ne pas avoir de paralysie examinable au niveau des extrémités des membres. En revanche, si vous lui demandez de soulever les bras ou enfin les membres supérieurs ou les membres inférieurs du plan du lit, il peut en être incapable, puisque compte tenu de la systématisation des motoneurones de la corne antérieure de la substance grise de la moelle spinale, dans ce type d'ischémie, eh bien, ce sont les neurones qui commandent les muscles des racines qui seront essentiellement lésés. Donc, cette voie pyramidale prend son origine au niveau du gyrus précentral, selon une somatotopie qui est résumée par l'homonculus de Penfield et Rasmussen. Elle présente un trajet initial en éventail, donc très large dans le centre ovale. Elle se rassemble au niveau de la capsule interne, où on va la trouver au niveau du genou et du début du bras postérieur de la capsule. Puis elle va descendre dans le mésencéphale, où elle est antérieure. Puis elle est dissociée au niveau du pont, où ces axones glissent sur les noyaux gris pontiques, puis la voie se rassemble à nouveau au niveau de la moelle allongée pour venir
à la partie haute de la moelle allongée, former les pyramides médulaires avant que de réaliser la décussation pyramidale au niveau de la moitié supérieure de la moelle allongée, ce faisceau cortico-spinal venant alors constituer dans la moelle spinale le tractus cortico-spinal latéral. D'un point de vue application clinique, eh bien, l'atteinte de la voie pyramidale va se traduire par des paralysies et compte tenu de la systématisation de cette voie à deux neurones, eh bien, on va distinguer deux types de paralysie, deux neurones, deux types de paralysie. Une atteinte du protoneurone, on parlera alors d'une paralysie centrale, et une atteinte du deutoneurone, celui des cornes antérieures de la moelle ou des noyaux des nerfs crâniens, on parlera alors de paralysie périphérique. Ça, c'est un premier point. Dans les atteintes, on va prendre cette voie de haut en bas. Le premier type d'atteinte, eh bien, c'est une lésion au niveau du cortex cérébral. Alors, le plus fréquemment, ce sont des lésions d'origine vasculaire, ce sont des AVC corticaux. AVC, accidents vasculaires cérébraux corticaux, qui peuvent, s'ils concernent la face latérale du lobe frontal, donner une hémiplégie contralatérale à prédominance brachio-faciale, ça se déduit de ce schéma de l'homonculus, et lorsqu'il s'agit de lésions localisées au niveau de la face médiale de l'hémisphère cérébral, ce seront des hémiplégies contralatérales à prédominance du membre inférieur, à prédominance crurale. Ces hémiplégies à prédominance de territoire, eh bien, sont caractéristiques des artères considérées. Lorsque l'accident vasculaire cérébral concerne une branche de l'artère cérébrale moyenne, on parle en clinique d'accident vasculaire cérébraux sylvien, eh bien, on aura une prédominance brachiofaciale. Lorsqu'il s'agit des branches de la cérébrale antérieure, eh bien, on aura une prédominance crurale. Les AVC peuvent aussi concerner les capsules, et en particulier dans les accidents vasculaires cérébraux de l'artère choroïdienne antérieure qui tient sous sa dépendance la vascularisation du genou et du bras postérieur de la capsule interne. Dans ces cas-là, l'AVC capsulaire pourra entraîner une atteinte de cette voie pyramidale, mais comme la voie pyramidale est toute resserrée et concentrée sur un tout petit segment, eh bien, sa destruction peut être totale, y compris avec une lésion de relativement faible volume. Il s'agira alors d'une hémiplégie contralatérale proportionnelle, c'est-à-dire qui concerne tous les mi-corps, il n'y aura pas une prédominance de territoire. Lorsqu'il existe une atteinte de cette voie pyramidale, spécifiquement au niveau du tronc cérébral, pourra intervenir ce que l'on appelle un syndrome alterne. Un syndrome alterne est une atteinte qui signe son origine au niveau du tronc cérébral, et alterne veut dire qu'on observera à la fois des lésions homolatérales et des déficits homolatéraux et contralatéraux. Alors ça s'explique tout simplement. Prenons un exemple un peu théorique en agrandissant ici une coupe du mésencéphale. On a un noyau de nerf crânien, par exemple le noyau du 3, nerf oculomoteur, qui est constitué de motoneurones qui vont constituer le 3. Le noyau formant l'origine réelle et l'émergence au niveau ici de la fosse optopédonculaire constituant l'origine apparente. Et puis on a la voie pyramidale en avant avec le corticonucléaire médialement ici et le corticospinal qui est plus central au niveau du pédoncule cérébral. Admettons une lésion ischémique qui concerne ce territoire.
Si ce territoire est détruit, qu'est-ce qu'on va avoir? On va d'abord avoir une interruption ici du faisceau pyramidal qui est constitué de fibres qui descendent d'en haut et qui vont continuer de descendre avant de faire leur décussation plus bas. Donc là, vous aurez, si cette zone ici de mésencéphale est détruite, une hémiplégie contralatérale, et pour le coup, elle sera totale, puisque là, c'est toute la voie pyramidale qui va être détruite. Et vous aurez également une destruction du noyau ici, du nerf oculomoteur. Mais ce noyau de nerf oculomoteur n'est pas contrôlé par le faisceau pyramidal ici intéressé par cette lésion, mais il est contrôlé par le faisceau cortico-nucléaire contralatéral qui croise la ligne médiane pour venir contrôler ce nerf. L'autre noyau de nerf oculomoteur, lui, n'est pas intéressé par la lésion et pourra recevoir des neurones d'origine cortico-nucléaire contralatérale qui, eux, ne sont pas détruits, et donc le 3 du côté non atteint pourra fonctionner. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir? Si on admet qu'on est ici en vue inférieure, le côté gauche est donc ici, vous aurez une destruction du mésencéphale à gauche, vous aurez donc une hémiplégie droite et une paralysie du 3 gauche. Vous avez un syndrome alterne. Enfin, eh bien, cette voie pyramidale peut être également lésée par des blessures médulaires. On avait évoqué le syndrome de l'artère spinale antérieure. Eh bien, toutes les compressions médulaires ou les syndromes d'hémisection médulaire, syndrome de Brown-Séquard, qui était donc le physiologiste du XIXe siècle à Paris, eh bien, font partie de ces lésions possibles. Alors, au niveau de la moelle, ce qui est intéressant, c'est cette articulation entre le protoneurone et le deutoneurone de la voie pyramidale. Protoneurone, neurone central, deutoneurone, neurone périphérique, et c'est là qu'on va pouvoir définir les signes, les caractéristiques d'une paralysie centrale et d'une paralysie périphérique. Une paralysie centrale, c'est une paralysie par destruction du protoneurone, et donc le deuxième neurone, le motoneurone, lui reste fonctionnel et va donc continuer d'innerver le muscle qui aura une information contractile mais non modulée, ce qui va caractériser la paralysie observée en cas de lésion du protoneurone, qui est une paralysie de type spastique. Le patient est raide. Et c'est effectivement ce que l'on a quand on fait un AVC cortical. Dans les heures ou les jours qui suivent, l'hémiplégie se caractérise par une paralysie flasque, le patient est mou, mais rapidement va apparaître une rétraction, une rigidification, une spasticité qui est liée à l'activité qui perdure du deutoneurone. En revanche, lorsque l'on a une lésion du deuxième neurone, du neurone périphérique, eh bien, la paralysie de type périphérique se caractérise par le fait qu'elle est flasque. Alors, quand est-ce qu'on observe une paralysie flasque? Eh bien, par exemple, si vous avez une plaie nerveuse, si vous sectionnez un nerf, eh bien, les muscles qui dépendent de ce nerf n'auront plus du tout d'activité de tonus et vous aurez une paralysie molle, une paralysie flasque. Mais on peut également, et donc de façon un peu, on va dire, fausse, on dit qu'une paralysie périphérique concerne le système nerveux périphérique. Oui, mais il y a un exemple de pathologie qui est la poliomyélite, ou maladie virale, qui se caractérise par une destruction de la corne antérieure de la moelle. Et lorsque l'on a une destruction de la corne antérieure de la moelle, on observe une paralysie
flasque. Les lésions, les paralysies de poliomyélite sont des paralysies de type flasque, bien que la lésion macroscopiquement se situe dans le système nerveux central, puisque c'est une lésion de la corne antérieure de la moelle, mais dans les poliomyélites, c'est une destruction du deutéroneurone qui définit donc une atteinte de type paralysie flasque dans la mesure où le muscle perd son innervation. Voici donc le principe, l'organisation de cette voie volontaire. Donc voie de la motricité volontaire, d'origine corticale, bineuronale et croisée. À côté de la motricité pyramidale, volontaire, doit être définie la motricité automatique, et les voies de la motricité involontaire ou de la motricité automatique se définissent par le fait qu'elles font relais au niveau des noyaux gris centraux. Alors, pour mettre en place, pour comprendre les principes d'organisation de cette voie de la motricité automatique, eh bien, nous devons définir les éléments, les structures qui y participent. Ces voies de la motricité automatique qui vont intervenir donc dans la régulation de ce contrôle, de ce mouvement automatique, ces structures impliquent les noyaux qui sont situés à la partie profonde du cerveau. Et ces noyaux, eh bien, sont les suivants. Nous avons d'abord, et on va représenter ici ces noyaux sur une vue supérieure où va se placer la portion ventrale et la portion latérale. Ces noyaux sont d'abord le thalamus. Le thalamus est un volumineux noyau c'est le plus gros noyau gris du système nerveux central, qui représente 4 cm de grand axe antéro-postérieur, 2 cm de diamètre, et qui présente, nous avons deux thalamus, un thalamus droit, un thalamus gauche, un pôle antérieur qui est proche de la ligne médiane, et un pôle postérieur qui s'en écarte, avec au niveau du pôle postérieur, eh bien, les corps géniculés, latérales et médiales, qui sont en réalité des expansions du pôle postérieur ou pulvinar du thalamus. En réalité, le thalamus n'est pas un noyau, mais c'est une agrégation de noyaux, et globalement, ce sont les noyaux antérieurs du thalamus qui sont les noyaux relais de ces voies dites extrapyramidales ou voies de la motricité volontaire. Au-dessus du thalamus va venir se placer un noyau qui s'appelle le noyau caudé. Ce noyau s'appelle caudé parce qu'il a une queue. En réalité, c'est un noyau constitué donc de substances grises qui vient coiffer le thalamus, un petit peu comme l'épididyme va coiffer le testicule, et il va, ce noyau caudé, présenter vers l'avant une tête qui est assez globuleuse, puis il va présenter un corps qui va passer en pont au-dessus du thalamus. Si on le replace ici en vue latérale très schématique, eh bien, on pourra placer voilà, le noyau caudé qui présente donc cette tête antérieure globuleuse, puis un corps qui va coiffer le pôle supérieur du thalamus, et il va vers le bas présenter une queue qui va partir dans le lobe temporal. Et la queue du noyau caudé, en fait, elle va moins nous intéresser d'un point de vue fonctionnel, mais donc on ne va pas la représenter, puisque la queue du noyau caudé va apparaître masquée ici par un autre noyau de forme triangulaire. C'est le noyau lenticulaire qui se présente sous la forme d'une pyramide qui va venir s'encastrer entre le thalamus et le noyau caudé. Dans l'espace entre thalamus et noyau caudé d'une part et noyau lenticulaire d'autre part, eh bien, vont s'engager les fibres de la capsule interne que je vous schématise comme ceci, ainsi sectionnées, fibres de la capsule interne qui vont donc s'immiscer
entre ces noyaux gris centraux pour relier la région du cortex cérébral avec la substance blanche du tronc cérébral. Alors, si l'on représente à nouveau ces structures, cette fois-ci sur une coupe horizontale, eh bien, on va pouvoir placer le thalamus, tout d'abord. Donc, thalamus qui présente une face supérieure un petit peu aplatie et qui, en réalité, eh bien, est constitué d'un groupe de noyaux qui sont des noyaux supérieurs, inférieurs, latéraux, médiaux, antérieurs et postérieurs. Au-dessus du thalamus vient se placer le noyau codé, dont nous pouvons placer ici le corps. Je vais garder le même code couleur, l'ensemble venant être ainsi coiffé par le corps calleux. Latéralement vient se placer le noyau lenticulaire, et le noyau lenticulaire, on l'avait étudié, est constitué de plusieurs parties. Nous avons d'abord une partie périphérique qui est le putamen. Et ce putamen, eh bien, on le représentait habituellement de la même couleur que le globus pallidus, mais en réalité, eh bien, d'un point de vue embryologique, le noyau codé et le putamen sont la même structure dérivée du télencéphale, et en réalité, eh bien, c'est une structure qui est dissociée lorsque le faisceau pyramidal va descendre du cortex vers le tronc cérébral, formant des striations de substances grises, ce qui fait que l'ensemble noyau codé putamen a été donné le nom de striatum. Sous le putamen, le noyau lenticulaire va être formé du globus pallidus avec deux couches, le pallidum externe et le pallidum interne. La capsule interne vient se constituer entre donc, le thalamus et le noyau codé d'une part, le noyau lenticulaire d'autre part. On va pouvoir replacer à présent eh bien, le cortex de façon un peu schématique ici. Voici le cortex, et il faut associer à ces noyaux gris centraux eh bien, deux autres noyaux qui sont situés sous le thalamus. Le premier constitue un noyau gris que l'on appelle le noyau subthalamique, qui est situé sous le thalamus, qui a été décrit par Louis. Et nous avons aussi annexé à ce système de noyaux gris centraux un noyau que l'on trouve au niveau du mésencéphale, parce que sous le thalamus, on va être à l'aplomb du diencéphale et du mésencéphale. Ce noyau, eh bien, c'est la substance noire, ou locus niger. Locus niger, qui est un noyau qui se trouve au niveau du mésencéphale, non loin du noyau rouge. Alors, ces noyaux gris centraux vont avoir un rôle dans l'organisation, dans la régulation du mouvement automatique, et ceci aura des conséquences en pathologie relativement fréquentes. Alors, quel est le rôle de ces noyaux gris centraux? Comment ces noyaux gris centraux s'intègrent-ils dans ces structures? Eh bien, le striatum, c'est-à-dire le putamen et le noyau codé, vont recevoir des afférences, des projections d'origine corticale. Et en particulier d'une zone qui se situe à proximité du point de départ de la voie pyramidale, qui est l'aire motrice supplémentaire, qu'on appelle l'AMS. Cette projection corticale va avoir un rôle activateur sur le striatum. Pour simplifier les choses,
je ne vais considérer que la projection putaminale, mais en réalité, putamène et noyau codé, c'est la même structure. Dans le putamène se trouvent des neurones activés par cette projection cortico-striatale, et ces neurones vont se projeter sur le globus pallidus en inhibant le globus pallidus. Le pallidum interne en particulier va être relié par une anse, par un neurone formant une anse, aux noyaux ventraux du thalamus, le pallidum interne ayant une action inhibitrice sur le thalamus. Et le thalamus moteur, enfin, eh bien lui va se projeter sur le cortex et sur l'aire motrice supplémentaire, ayant sur cette aire une action facilitatrice, une action activatrice, l'aire motrice supplémentaire étant activatrice du cortex moteur précentral, d'où part la voie pyramidale, que je représente ici par un tout petit segment, voie pyramidale. Sur ce système, deux connexions, enfin les deux noyaux subthalamiques et substance noire vont former deux boucles supplémentaires. Tout d'abord, la substance noire qui va avoir une projection sur le putamène, projection activatrice à l'aide de neurones à dopamine, et le subthalamus, corps de Lewis, venant, lui, activer le globus pallidus, inhibiteur du thalamus moteur. Alors, ces boucles d'échange entre le cortex et les noyaux gris centraux va jouer un rôle dans la régulation du mouvement automatique. L'aire motrice supplémentaire, la partie prémotrice du cortex frontal, venant activer une boucle de levée d'inhibition corticale permettant le déclenchement du mouvement dans le cadre des mouvements automatiques. Alors plusieurs maladies, plusieurs pathologies peuvent se développer à partir de ce système. Trois d'entre elles sont particulièrement connues. La première, eh bien, va consister ou va concerner le striatum. Il s'agit, dans ce cas-là, de maladies neurodégénératives qui vont se traduire par des dégénérescences du putamène et du noyau codé, déclenchant des maladies se caractérisant par des anomalies motrices avec des gestes moteurs non maîtrisés. C'est ce que l'on appelle la chorée, notamment la maladie de Huntington. Une deuxième maladie va cette fois-ci concerner le noyau subthalamique. Lorsque le noyau subthalamique est lésé, il va y avoir un déficit de stimulation
du globus pallidus, donc un déficit d'inhibition de l'activateur cortical, ce qui se traduit par des mouvements brutaux, non contrôlés, de grande amplitude, comme par exemple dans une maladie que l'on appelle l'hémibalisme. Hémibalisme, qui se traduit par des grands mouvements des membres supérieurs ou membres inférieurs, balisme venant du grec balismos, qui signifie la danse, puisque ce sont des grands mouvements qui peuvent rappeler les mouvements des danseurs classiques. Mais surtout, la maladie la plus connue qui concerne ce système de contrôle de la motricité va concerner la substance noire et la projection dopaminergique nigrostriatale. C'est la maladie de Parkinson. Dans cette maladie, qui se caractérise par une triade raideur, bradykinésie et tremblement de repos, eh bien, la dégénérescence de cette projection entre la substance noire et le putamen va entraîner un déficit d'activation du striatum, puisque la projection nigrostriatale est activatrice de ce système. Or, ce système lève l'inhibition corticale. Et ça explique la pauvreté du mouvement et la raideur et la lenteur de réalisation du mouvement que l'on observe dans la maladie de Parkinson. Ces boucles de contrôle du mouvement sous-cortical vont avoir, bien sûr, un effecteur. Le principal effecteur, eh bien, c'est la voie pyramidale, puisque ces boucles sous-corticales vont participer à la régulation du mouvement, et en particulier du mouvement automatique. Mais il y aura également des efférences propres, et c'est en particulier des projections de la substance noire vers le colliculus supérieur et vers la voie tectospinale. C'est l'autre voie impliquant le colliculus supérieur. On avait vu une autre application, c'était dans les voies visuo-réflexes. Et enfin, eh bien, le globus pallidus, le noyau subthalamique et la substance noire auront également des projections vers la substance réticulée et vers le faisceau réticulospinal, ces différentes voies venant moduler l'activité des motoneurones. Donc un premier ensemble de structures qui vont participer au contrôle du mouvement involontaire, du mouvement automatique, eh bien, ce sont ces voies motrices qui ont leur origine au niveau des noyaux gris centraux. Un autre élément important, eh bien, c'est le cervelet. Là, je vous renvoie au cours sur l'anatomie fonctionnelle du cervelet. Cervelet qui va également jouer un rôle dans la régulation du mouvement, dans ses aspects équilibre, tonus musculaire, et également dans la coordination du mouvement. Et ces voies de la motricité automatique vont donc aboutir à des voies que l'on va trouver au niveau de la substance blanche de la moelle spinale et qui vont moduler l'activité des motoneurones. Ces voies, eh bien, elles prennent leur origine de différentes structures que l'on trouve au niveau du tronc cérébral et du cervelet. Ces structures, c'est le noyau rouge, ce sont les colliculus
colliculus inférieur et colliculus supérieur. Colliculus supérieur, colliculus inférieur. Il s'agira de la substance réticulée du tronc cérébral et de certaines zones de la réticulée. Il s'agira des noyaux vestibulaires. Il y a 4 noyaux vestibulaires de chaque côté. Noyau vestibulaire. Et il s'agira du noyau olivaire, de l'olive médulaire, qui se situe au niveau de la moelle allongée. Tous ces noyaux, je vais replacer ici une coupe de la moelle spinale avec la substance grise au centre de la coupe et la substance blanche en périphérie. Eh bien, tous ces noyaux vont être constitués de neurones dont les axones vont constituer des voies motrices qui ne sont pas du tractus pyramidal et donc qui vont être les voies extrapyramidales. Ainsi, du noyau rouge, le faisceau ou tractus rubrospinal. Je replace simplement ici le corticospinal latéral et le corticospinal ventral ici, mais de l'autre côté, puisqu'il n'a pas d'éQC. Donc, faisceau rubrospinal. Partant de la réticulée, le réticulospinal, que l'on va trouver sous la forme d'un contingent antérieur et d'un contingent latéral. Partant des noyaux vestibulaires, le vestibulospinal, on l'a évoqué dans la systématisation du cervelet, voici le vestibulospinal. Partant des colliculus, le tractus tectospinal. Pourquoi ? Parce que les 2 colliculus forment le toit du mésencéphale, le tectum. Le tractus tectospinal se projette en avant ici. Et nous avons, bien sûr, en rapport avec le cervelet, le faisceau olivospinal qui se situe au niveau ici, qui se projette dans la moelle au niveau de la corne antérieure et qui va être donc également incité. Alors tous ces systèmes sont donc constitués de faisceaux de fibres d'origine donc des noyaux du tronc cérébral et reliés, comme on l'a vu, avec les noyaux gris centraux et donc indirectement avec le cortex. Et de la même manière que les faisceaux des voies de la motricité volontaire vont à chaque étage venir moduler l'activité ici du motoneurone, eh bien les faisceaux, les fibres nerveuses de ces faisceaux de la motricité automatique vont aussi à chaque étage venir s'articuler avec les motoneurones venant en modifier l'activité. Cette convergence vers le motoneurone de différentes voies d'origine corticale et sous-corticale, eh bien, correspond à ce que Sherrington, au début du XXe siècle, appelait la voie finale commune, c'est-à-dire tout un ensemble de structures modulant l'activité du neurone moteur. En réalité, ça correspond à quoi ? Eh bien, ça correspond, le neurone moteur, c'est la cellule qui va imprimer au muscle son ordre de contraction et décontraction. Le cortex, dans le cadre de la motricité volontaire, va générer un mouvement volontaire, un mouvement
avec une finalité précise, avec un début dans le temps et une fin dans le temps qui doivent être calibrés, avec une amplitude qui doit être adaptée, avec une force également qui doit être appropriée au mouvement. Et tout le système extrapyramidal, des noyaux gris centraux, du cervelet, du tronc cérébral, eh bien, va permettre donc le mouvement automatique, c'est-à-dire la balance automatique des forces de contraction des muscles agonistes et antagonistes, permettant la bonne réalisation normale du mouvement, un déséquilibre dans ce système se traduisant par des syndromes, des anomalies cliniques variées. Et donc, en sémiologie, et j'en terminerai par là dans ce principe de l'organisation des voies motrices, on distinguera globalement deux grandes catégories d'anomalies motrices. On aura ce qu'on appelle les syndromes pyramidaux, qui donc correspondent à des dysfonctionnements des voies corticospinales et corticonucléaires, c'est-à-dire de la voie pyramidale, c'est-à-dire de la voie qui prend son origine au niveau du gyrus précentral et qui se termine dans le muscle avec 2 neurones, et les syndromes extrapyramidaux, parmi lesquels les chorées, l'hémibalisme et le plus fréquent d'entre eux, la maladie de Parkinson, syndromes extrapyramidaux qui, eux, correspondent à des anomalies sur ces différentes structures qui sont donc sous-corticales. J'en ai fini avec l'anatomie des voies motrices et vous remercie de votre attention. Le dernier cours portera sur la vascularisation du système nerveux central. Je vous souhaite une bonne fin de journée.